En tout cas, on va revenir là pour la demi-heure qui vient sur ce dont on a déjà parlé ici hier soir, cette lutte entre Donald Trump et le pape Léon XIV, un pape américain né à Chicago. En tout cas, comme tous les soirs, on repart sur le terrain américain. Sur le terrain américain, avec vous, Romuald Siora, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS et vous venez de signer une BD, une bande dessinée, America, qui paraît demain aux éditions Point Nemo, une histoire graphique des États-Unis, premier tome né dans le sang. Voilà, en tout cas, une manière très originale de raconter l'histoire de ce pays qui nous fascine, en tout cas agite forcément la planète. Romuald Dato, vous êtes toujours avec nous. Ronald Dato, oui. Romuald, il est à côté. Romuald et Ronald Dato, professeur de relations internationales à Sciences Po, franco-canadien, ancien officier dans l'armée canadienne. Et puis Ben Barnier, notre fidèle complice de ce sur le terrain américain. Et Ben, vous avez justement le Trumpinoscope du jour, l'actualité de Donald Trump, ou sous l'Amérique, sous le règne ou le mandat de Donald Trump. Alors hier, Ben, on parlait beaucoup, vous avez beaucoup commenté cette image, on va la revoir quand même, générée par intelligence artificielle, générée par Donald Trump lui-même, qui l'a postée ou qui la représente carrément en Jésus-Christ, en Messie, qui soigne les blessés avec ses avions dans le ciel, sans doute les avions qui bombardaient l'Iran il y a peu, le drapeau américain, bref, image qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de réflexions sur les réseaux sociaux. Et eh bien, on va faire un peu le renvoi, hein, le retour de monnaie de l'Iran aujourd'hui, parce que les Iraniens, ils savent aussi utiliser l'IA et ils ont préparé quelque chose. Ouais, vous qui avez vécu aux États-Unis, on dit what goes around comes around. Hein. Et ouais. C'est l'effet boomerang, quoi. Voilà, on récolte ce qu'on sème. Pour ceux qui ont connu les années 80, il y avait un tube très connu. Eh bien, les Iraniens, en tout cas les comptes pro-iraniens, ont jugé bon de reprendre ce tube français, vous allez le reconnaître, Voyage, voyage, mais... Oh là là, Désirless. Voilà, un petit peu changé, regardez. Désirless par les gardiens de la révolution iranienne. C'est pas mal. In French, blocage. Non, mais Ben, de tout le monde. Ah oui, non, mais tout le plateau, parce que Romuald et Ronald ne l'avaient pas encore vu. On avait vu des images par intelligence artificielle venues de la propagande iranienne, avec des fausses attaques sur des porte-avions américains. Mais alors, je ne pensais jamais que Désirless, les années 80 françaises, seraient récupérées par le régime des mollahs. On sait que Trump n'aime pas trop être ridiculisé. Hein. Là, c'est tellement exposé que sur ce compte, donc juste sur le compte officiel, qui est l'ambassade donc, iranienne en Arabie Saoudite, on est à 7 millions de vues. C'est colossal. Ça a été reposté 12 000 fois. On l'avait vu, d'ailleurs, on l'avait montré sur le terrain américain aussi, notre vidéo de Trump en taco qui se déballonne tout le temps et en Lego. Je reconnais Alors, que... taco, on rappelle pour nos téléspectateurs, ça veut dire Trump always chickens out. C'est-à-dire se dégonfle tout le temps. Se dégonfle toujours. C'est vrai que il est, avec cette vidéo, on joue vraiment sur le terrain qui vient, c'est vrai que c'est drôle, et puis ça vient un petit peu taquiner Trump dans son ego. Ça fait partie malgré tout des gros enjeux géopolitiques. Et puis c'est vrai que moi, je commence à être un petit peu perturbé à titre personnel. Est-ce que Trump est le Christ réincarné ou un DJ des années 80 ? Je ne m'y retrouve plus. Romuald, je vous voyais, et puis Ronald après, je vous voyais être un peu estomaqué devant cette vidéo. Oui, enfin, elle est excellente.
Il faut savoir rendre à César ce qui est à César, et les Iraniens ont fait du bon boulot. Mais pour revenir sur ce qui nous intéresse vraiment, Trump, Christ, c'est quand même 2 bévues que Donald Trump, grand communicant, a pu faire en l'espace de quelques jours. Premièrement, il attaque le pape et donc il blesse la population catholique, qui est quand même de grande importance. Les catholiques aux États-Unis, on n'est plus à l'époque de Kennedy. Ils sont puissants. Le vice-président est catholique, l'ancien président était catholique, et donc il a blessé cette population, et pas seulement les catholiques, également les chrétiens dans leur ensemble. Il a d'ailleurs retiré ce poste. On revoit à nouveau cette image de Donald Trump en Messie. Il l'a retiré, ce qui n'est pas fréquent chez Donald Trump. Non, c'est rarissime. Juste pour référence, moi, la seule autre référence que j'ai, c'est lorsqu'il avait, encore une fois, de façon extrêmement choquante, comparé Obama, je crois même le couple Obama, à des singes ou des chimpanzés. Là, à nouveau, ça avait fait un tollé. Enfin, c'est dire si c'est rarissime. Le poste dans lequel il insulte l'Iran et puis les religions musulmanes, ça, c'est toujours en ligne. Donc, il les retire pas facilement. Mais juste pour conclure là-dessus, donc, il attaque le pape, il blesse la population catholique, et donc une partie de son électorat dont il a besoin, mais aussi les évangéliques, qui, même s'ils ne sont pas papistes, ne sont pas tellement friands de ce genre d'attaque contre des personnalités religieuses. Et puis voilà qu'aujourd'hui, là, c'est quand même un scandale aux États-Unis. Il se prend pour le Christ. Exactement. En fait. Et on parle, que ce soit les évangéliques, les catholiques, bref, la communauté chrétienne parle de blasphème. Donc quand même 2 grosses bévues de la part de Trump, qu'il a quand même rattrapé en se faisant livrer des McDo. Et ça, croyez-moi, je vis dans le seul quartier MAGA de New York, et je connais bien la population MAGA. Parce que vous habitez, on précise à nos téléspectateurs, oui, j'habite voilà. Franco-américain. Et quel quartier MAGA à New York, parce que c'est pas tellement MAGA à New York. Écoutez, je l'ai choisi. Non, mais franchement, pour prendre le pouls, c'est excellent. Et je peux vous assurer que les hamburgers, mon épouse me l'a dit, ça a fonctionné sur la propriétaire de mon building, qui est une pure MAGA, qui a dit, vous voyez, c'est quand même un homme du peuple. Vous faites référence, parce que nos téléspectateurs, peut-être ceux qui n'étaient pas là hier, les rares qui n'étaient pas là hier, lors de sa conférence de presse sur l'Iran, Donald Trump s'est fait ostensiblement livrer par une entreprise qui s'appelle DoorDash, livraison de nourriture à domicile, livrée à la Maison-Blanche, quasiment au milieu de la conférence de presse, une grand-mère, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui travaillent aux États-Unis dans la livraison. Qui avait déjà travaillé pour lui d'ailleurs. Voilà, et qui est venue lui livrer ses McDo. Voilà, on voit cette image devant les caméras, et il lui a donné ostensiblement un pourboire devant les caméras. C'était un moment effectivement assez étonnant, mais bon, la communication dont vous parlez, Romuald, et ça marche auprès de la base MAGA. Vous disiez, ça marchait avec votre concierge. Rappelez-vous, lorsque Trump était allé cuire des frites chez McDonald's pendant sa campagne, je crois que ça lui avait rapporté quelques centaines de milliers de voix. Donc effectivement, on parle direct contre Kamala Harris, qui a avancé qu'elle avait travaillé chez McDo, ce qui est le rite de passage. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait être livreur chez Uber. C'est façon de dire, je viens de la base, quoi. Il avait dit, moi, je ne vous crois pas. En revanche, moi, je vais vous prouver que j'ai travaillé chez McDo, parce que je vais y aller. Et ça avait marché. Donc, un coup comme celui-ci rattrape un tant soit peu ces bévues concernant le pape et le Christ. Alors, juste, on va les rappeler pour nos téléspectateurs, ces bévues d'hier. Vous allez voir d'abord ce qu'a dit Donald Trump du pape, Léon XIV, on le rappelle, qui est un pape américain, né à Chicago. Et juste après, on verra la réaction du vice-président J.D. Vance, qui, comme vous l'avez dit, Romuald, est catholique. Juste après. D'abord, ce qu'a dit Donald Trump sur le pape. Non, je ne veux pas m'excuser. What I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. On ne peut pas laisser l'Iran devenir une puissance nucléaire. Cela ferait des centaines de millions de morts. On ne doit pas laisser cela arriver. Je pense que le pape est très faible quand il s'agit de la criminalité. Moi, j'ai répondu au pape. Vous savez, son frère est très fan de nous, du mouvement MAGA. Il nous faut la loi et l'ordre de notre pays. C'est ce que nous avons maintenant. Alors, donc, beaucoup de polémiques juste après ça. Et dans la nuit, le vice-président J.D. Vance, qui, je le disais, est catholique, a dû commenter cette déclaration de son patron. On l'écoute. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit particulièrement digne d'intérêt. Mais oui, je pense que dans certains cas, il vaudrait mieux que le Vatican s'en tienne aux questions morales, qu'il se concentre sur ce qui se passe dans l'Église catholique et qu'il laisse le président des États-Unis se charger de définir la politique publique américaine.
Alors, on pourrait rappeler que le pape est un chef d'État. Absolument, le donc, Saint-Siège. en tant que chef d'État du Vatican, Avec il a la légitimité de parler de la scène internationale. En 1983, c'est l'Assemblée, je pense, des cardinaux américains qui avait rédigé un rapport contre l'arme nucléaire. C'était l'année du fameux film The Day After. Et donc, il n'y a rien de nouveau ici. Je pense que le clergé catholique aux États-Unis, c'est toujours impliqué dans la politique et je pense que c'est son droit aussi de le faire. Et ça me rappelle l'erreur, je pense que c'est une erreur de la part de Donald Trump, la même erreur que John Lennon avait fait quand il a proclamé en 1966, je pense, les Beatles sont plus populaires que le pape, que Jésus. Et ça avait fait énormément de vagues, y compris chez les fans des Beatles qui étaient eux-mêmes chrétiens. Et donc, je pense que je ne suis pas certain que les McDo pourront rattraper cette grosse boulette. Et surtout l'image là, il est mégalomane à l'extrême. Donald Trump en Messie. En Jésus qui en Jésus. Alors, dans un instant, on va retrouver Diane Schlanger à Washington, mais juste pour vous dire jusqu'où cette affaire a été, il y a quand même eu, et ça, c'est vraiment un peu la magie de la planète des réseaux sociaux, les Iraniens, carrément. Mohamed Ghalibaf, qui est le président du Parlement iranien, qui est peut-être de facto d'ailleurs le dirigeant iranien aujourd'hui, vu qu'on n'a toujours pas entendu parler du guide suprême. Ouais. Mohamed Ghalibaf a posté sur X un soutien au pape. Il loue sa position courageuse. Votre leadership est une source d'inspiration pour des millions de personnes. Merci pour cette lumière. Un représentant, un dirigeant du régime des mollahs chiites qui vend la lumière du Saint-Père. C'est quand même, ça manque pas de sel ce qu'on vit en ce moment dans l'actualité. On vous retrouve tout de suite à Washington. Diane Schlanger, vous êtes l'une de nos correspondantes aux États-Unis. Hier, vous étiez déjà avec nous, on a parlé de cette affaire. Vous nous avez bien expliqué la différence avec Ben aussi entre les évangéliques qui soutiennent toujours Donald Trump, parce que les évangéliques, ils ne sont pas catholiques, ils sont born again, donc le pape, évidemment, ils ne le reconnaissent pas. En revanche, Romuald nous disait qu'il y a quand même un important électorat catholique aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un impact sur l'électorat notamment de Donald Trump? Est-ce qu'il y a déjà des sondages qui sont sortis après cette affaire? Eh bien, en tout cas, à J+2, la presse américaine commente énormément les conséquences politiques potentielles de cette bisbille entre Donald Trump et le pape Léon. Selon CNN, Donald Trump fait, je cite, une énorme erreur de s'attaquer à la personnalité américaine la plus populaire ici aux États-Unis. Car oui, selon les sondages, le pape Léon est largement devant Donald Trump en termes de taux d'approbation dans tout l'électorat et évidemment en particulier chez les catholiques. Et en effet, contrairement aux évangéliques qui restent extrêmement loyaux à Donald Trump, quelles que soient les polémiques, contrairement aussi à pas mal de groupes religieux qui restent fidèles à leur vote, les catholiques font exception ici aux États-Unis. Leur vote peut changer assez régulièrement, peut faire basculer aussi une élection. En 2020, ils étaient assez divisés. En 2024, ils avaient largement soutenu Donald Trump. Et là, ils sont extrêmement blessés, en colère après les critiques de Donald Trump envers le pape, alors que déjà, dans les sondages, on voyait qu'ils soutenaient de moins en moins Donald Trump chez les catholiques latinos, notamment à cause de la politique migratoire, mais aussi chez les catholiques blancs, et ça, c'est assez nouveau. Je vous rappelle que les catholiques représentent 25% de l'électorat américain, et donc cela pourrait avoir des conséquences pour les élections de mi-mandat en novembre prochain. Merci beaucoup, Diane Schlanger, notre correspondante à Washington. Romuald, vous avez beaucoup travaillé sur les mots de Trump, la manière dont Donald Trump s'exprime. Ça fait toute sa force électorale. Vous l'avez rappelé en citant l'exemple de votre concierge à New York. Mais ce que disait Diane, par exemple, sur les latinos, c'est intéressant. Les latinos, ils ont vraiment, en partie, fait basculer l'élection de 2024. Est-ce que là, sans prendre au pape, est-ce que c'est, j'allais dire, enfin, c'est pas une opinion, mais c'est juste, Donald Trump est tellement téflon, comme on dit, les polémiques glissent sur lui et n'accrochent jamais. Est-ce que là, c'est enfin la polémique de trop? Écoutez, oui, cela ne sera pas la dynamique vraiment de trop, mais c'est une dynamique parmi d'autres choses qui commencera à faire déborder le vase. Exactement. Effectivement, les hispaniques sont nombreux, sont pour beaucoup d'entre eux des catholiques pratiquants,
et toucher au pape, même si politiquement leur sensibilité parfois pourrait aller dans la direction de Trump, est pour eux quelque chose qui est insupportable. J'ajouterais, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer, un moment où Trump est fragilisé comme il ne l'a jamais été. Jusqu'à présent, comme vous l'avez très bien dit, tout a glissé sur lui depuis 10 ans. Hein. Bien souvent, on annonçait sa mort et à chaque fois que je suis en France, je dis non, ne rêvons pas, Trump est encore debout. Il l'est encore aujourd'hui. Mais il a été ébranlé. La guerre d'Iran lui a fait perdre une partie de sa base. Hein. C'est le président qui s'était fait élire sur la promesse de ne jamais entraîner le pays dans des guerres similaires à l'Irak et à l'Afghanistan. Il n'a pas tenu parole. Pas mal de ses électeurs, MAGA, se sont déjà détournés de lui. Maintenant, ses attaques contre le pape. Et le prochain épisode de cette lutte avec le pape va avoir lieu le 4 juillet prochain. Je ne pense pas que nous ayons assisté à un one-shot, comme on dit. Cela va se poursuivre. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui se passe le 4 juillet Le 250e anniversaire des États-Unis que nous fêterons en grande pompe et notre président nous a bâti un arc de triomphe. Enfin, est en train de bâtir un arc de triomphe qui devrait être fini, le plus beau, le plus grand au monde. Que le nôtre. Bien évidemment. Oui, il voulait un peu copier. Et d'ailleurs, Trump veut y figurer. Hein, c'est le projet, il sera sculpté dessus. Mais ça, c'est autre chose. Le pape a décliné cette invitation et le pape sera à Lampedusa pour rendre hommage à la souffrance des migrants. Une gifle à l'encontre de Donald Trump. Donc je pense, et c'est très intéressant, que nous allons, à notre échelle évidemment, assister entre le pape Léon et Donald Trump un petit peu au combat auquel nous avons assisté dans les années 80 entre l'Empire soviétique déclinant et Jean-Paul II, à une autre échelle. Mais je suis certain, je parierais fort que nous sommes en train d'assister au début d'une lutte qui laissera des traces dans la présidence Trump. Staline avait demandé le Vatican combien de divisions. Pourtant, Solidarité, en Pologne, tout ça, Jaruzelski affaibli, Jean-Paul II qui est un pape polonais. Je crois qu'il faut être prudent avec le Vatican. Alors peut-être pas la chute de l'Empire américain, on en est loin, mais en tout cas, la déstabilisation de Donald Trump. De sérieuses entailles chez Donald Trump. Romuald, vous avez prononcé le mot de Lampedusa, une île italienne. Ça me permet de faire la transition avec l'Italie, parce que après la défaite de Viktor Orban, on en a parlé hier soir sur ce plateau, il n'y avait guère plus que Giorgia Meloni, première ministre italienne, qui était on va dire la dernière alliée, en tout cas de poids en Europe de Donald Trump. Écoutez, Giorgia Meloni a condamné les propos inacceptables de Donald Trump sur le pape, qui reste un pape italien, même s'il est de nationalité américaine. Et aujourd'hui, en représailles, Donald Trump a qualifié Giorgia Meloni d'inacceptable elle-même. Et il a dit qu'elle avait beaucoup changé et que désormais, elle manque de courage. Ronald, Romuald, la fin de cette idylle, de cette romance entre Donald et Giorgia Meloni, ça veut dire quelque chose? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux moutures. Il y a eu une première déclaration de Giorgia Meloni qui soutenait le pape dans ses efforts de paix. Et visiblement, la presse, notamment romaine, n'avait pas bien compris le message. Donc, Giorgia Meloni avait envoyé certains conseillers pour dire non, c'est un message contre Trump, etc. Ça n'a pas suffi. Elle a dû donc faire ce deuxième message que vous parliez, où elle dit c'est inacceptable, les paroles de Trump contre le Saint-Père. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'idylle entre Meloni et Trump, mais elle a su, sur certains dossiers, se distancier. Je pense notamment à l'Ukraine, où au moment, dès le début de ce second mandat, Trump a lâché l'Ukraine, vraiment militairement et puis symboliquement. Et Meloni a tout de suite dit non, nous on soutiendra l'Ukraine. Donc elle a été capable déjà, depuis le début de ce second mandat, de se désolidariser quand elle le jugeait utile. Là, on peut imaginer que c'est aussi pour des raisons électorales. Romuald. Vous avez tout à fait raison. Et il y a une chose qui est à garder en tête, à l'esprit, c'est qu'il y a une grande différence entre Orban et Meloni. Cette administration Trump-Vance a pour objectif, pour l'international, de mettre à bas le système multilatéral post-45 et de développer, d'exporter son idéologie à travers l'Occident. Et une chose fondamentale à séparer Meloni et Orban. Orban est totalement dans la doctrine trumpienne. Il a la même vision pour l'international, abat le système multilatéral, la justice internationale, l'ONU, etc. On fait fi du vieux système et on revient à un ordre bismarckien, c'est-à-dire où règne le bilatéralisme, les relations d'État à État et donc la loi du plus fort. Meloni ne s'est jamais inscrite dans ce paysage. Elle a toujours été fidèle à la vision post-45 du monde multilatéral tel que l'ont voulu les Alliés après la Seconde Guerre
Guerre mondiale. Donc sur l'intérieur, sur l'idéologie même, oui, elle est une partenaire de Trump, mais il y a quand même un obstacle pour elle à la vision internationale multilatéralisme de l'administration Trump-Vance. Et là, aujourd'hui, on est effectivement en train d'assister à une rupture entre ces deux alliés, essentiellement sur ce point. Et même si on la considère d'extrême droite, elle est quand même relativement pro-européenne. Oui, malgré sûr, tout, oui. elle continue à travailler avec les Français. Sur l'Ukraine, je pense que c'est vraiment un point de rupture avec Trump. En Europe, il reste quand même Fico. Je pense qu'on l'appelle Fico, le Slovaque, qui est quand même relativement proche de Trump. Mais effectivement, la défaite d'Orban en Hongrie et là, Meloni ça affaiblit un peu, je pense, la capacité d'action de Trump sur les mouvements politiques en Europe. Dernier mot, Romuald, est-ce qu'il reste une chose à Donald Trump à transgresser? Ben nous rappelait les posts sur les Obama en singe, là le pape, on se rappelle tous les mots orduriers qu'il a eu sur les femmes. Il se moque de personnes handicapées. C'est incroyable. Ne vous inquiétez pas. Mais il y a toujours une base qui ne sera jamais atteinte par ça. Qui le suivra jusqu'en enfer. Hein. Écoutez, prochaine étape. Jusqu'en enfer, là on revient dans le religieux. Prochain test, les élections de mi-terme qui seront perdues. On verra si Trump veut les contester et si sa base est prête une nouvelle fois. Seront perdues, vous prenez les paris? Oui, elles seront perdues. De toute façon, c'est une tradition. Aux États-Unis, quasiment, le parti au pouvoir perd les élections. Avant la guerre en Iran, on s'attendait qu'il la perde à quelques sièges à la Chambre des représentants. Maintenant, c'est la Chambre des représentants qui va être perdue et probablement le Sénat. Donc, test, qu'est-ce que fera Trump? Est-ce qu'il y aura une nouvelle transgression? Est-ce qu'il discutera le résultat des urnes? Et jusqu'où sa base sera-t-elle prête, cette fois-ci, à le suivre? Celle qu'il a suivie le 6 janvier 2021, lors de l'assaut contre le Congrès. Sur le Capitole.